Ben, merci beaucoup d'être en grand nombre. Ouh, ça sent bien. On commence à peine. Là. Ben, bienvenue. On est très contente que vous soyez déplacés pour recevoir des informations parce qu'on a des conférenciers de qualité. Ici, je vous présente Marc Brumans, c'est quand même un biophysicien qui a travaillé à l'université, qui est aussi membre du collectif de... Sur la question du gaz de schiste. Sur la question du gaz de schiste, quand même, un regroupement de 175 scientifiques. Et nous avons aussi en deuxième partie... Alors, je suis vraiment contente parce que vous avez des conférenciers de qualité et qui connaissent leur sujet. Regardez, on commence avec la partie de Marc. Et j'aimerais ça, vraiment, sans vous gêner, là, on va offrir le café pour que vous puissiez l'avoir avec vous dès maintenant, si vous le désirez. Ou on peut se prendre une petite pause entre les deux conférenciers. Ça va? Bon, bien alors, bonne soirée. Merci. Bonsoir à vous tous. Je suis pas un spécialiste du gaz de schiste à proprement dit, mais j'ai une formation scientifique assez solide, assez diverse, et je suis en mesure d'appréhender des problèmes autant en astrophysique qu'en biophysique, qu'en géophysique en fait. Donc, c'est pour ça que quand le dossier du gaz de schiste est intervenu il y a déjà quelques années, vers 2009-2010, je me suis dit, oh, est-ce que c'est la bonne ou la mauvaise direction? Et j'ai pris tout de suite, je me suis dit, oui, il faut se renseigner. Et c'est un petit peu le parcours que je vais vous montrer aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le tout début jusqu'à aujourd'hui et qu'est-ce qui se prépare surtout. Donc, moi, si je suis ici, c'est parce que je me suis aperçu assez tôt que plus on extrait du gaz naturel du sous-sol, plus ça participe au réchauffement planétaire. Donc, comme on le voit ici, c'est un article qui a été publié dans un journal européen, mais qui dit, le titre c'est que l'homme multiplie par 170 la vitesse de transformation du climat, c'est-à-dire que le climat devrait être en train de se refroidir tranquillement, mais au lieu de cela, il se réchauffe 170 fois plus vite. Et ce qui porte les scientifiques et les géologues et les autres à se dire, on est peut-être dans une nouvelle ère géologique. C'est une ère qu'on appelle maintenant l'ère de l'Anthropocène, c'est une ère géologique qui est régie par nos activités humaines. Auparavant, c'était le cycle du soleil et d'autres phénomènes. Maintenant, on se rend compte que c'est l'homme qui fait en sorte que dans 10 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans, on va reconnaître, on va dire, oh, à ce moment-là, c'était l'espèce humaine qui modifiait les cycles de la planète. Ici, il y avait comme une représentation que les scientifiques utilisent, c'est l'espace des phases, mais ça montre qu'on passait de phase de climat froid à climat chaud, mais que là, depuis peut-être 50 ans, on arrive dans des zones inconnues, parce que les vitesses de réchauffement sont beaucoup plus rapides que ce qu'on avait connu jusqu'à maintenant, même si on recule il y a 1 million d'années ou 1 milliard d'années. Ici, l'exemple que je vous montre, c'est là où il y a eu le maximum de réchauffement de la température de la planète, c'est il y a 55 millions d'années. C'est du temps des dinosaures, la fin de l'ère des dinosaures, et on peut voir que les émissions de carbone à l'atmosphère étaient assez élevées, mais c'était, étant donné la durée de l'émission de ces tonnes de carbone, ça équivalait à 2 milliards de tonnes par année, alors que nous, c'est 35 milliards de tonnes par année, juste pour nos émissions qui sont causées par le gaz, le pétrole et le charbon. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Évidemment, le réchauffement qui s'accompagne, on peut s'attendre à ce que ça dépasse les 2 degrés, les 4 degrés et jusqu'à atteindre des valeurs de réchauffement planétaire plus élevées. Mais c'est juste pour vous signaler que nous, ça se passe sur un court laps de temps, quelques siècles, alors que ce qui s'est passé dans le maximum thermique, ça s'est passé sur des milliers d'années.
Là, il y a des modélisations, c'est des spécialistes du climat qui ont des ordinateurs et qui vous présentent ici depuis 1900 jusqu'à 2100, jusqu'à 2200, 2300, quelle serait la température de la planète. Et on peut voir que ça commence à augmenter un petit peu. Et ce qui est prévu, si rien ne change, c'est la courbe en rouge. Donc, on prévoit pour 2100 une augmentation de l'ordre de 4 degrés Celsius. On parle beaucoup qu'il ne faut pas dépasser 2 degrés, ben non, on se dirige vers 4, et c'est pas tout. C'est que ça ne va pas arrêter, comment je pourrais dire, la date ne va pas se terminer en 2100. Il va y avoir 2150, 2200, 2300, etc. Et ça va continuer à augmenter si on ne change rien. Et comme on peut le voir ici, il y a des courbes qui sont plus en bleu. C'est des anciennes données météo. Puis on peut voir que plus les années passent, on voit par le changement de couleur, plus les courbes de température sont élevées. L'année dernière, c'est la courbe qui est ici, l'année 2016, c'était l'année la plus chaude de la planète. Peu importe le mois de l'année, que ce soit janvier jusqu'à décembre, on a eu pratiquement toute l'année, le record absolu de tous les temps, si je puis dire. Donc, cette année, on a un El Niño qui est moins fort, mais on voit quand même qu'on est la deuxième année, on risque d'être la deuxième année la plus chaude de tous les temps. Et c'est un phénomène qui s'accentue au fur et à mesure qu'on se rapproche des pôles. Donc ici, on peut dire qu'en moyenne, la planète s'est réchauffée d'1 degré, mais quand on se rapproche des pôles, on peut voir que ça augmente déjà jusqu'à 4 degrés. Ça, ce sont les données hivernales. On fait une moyenne sur 7 ans, on compare à ce qui se passait il y a 100 ans, le temps de nos arrière-grands-parents, et on peut voir que selon l'endroit où nous sommes sur la planète, l'augmentation de la température n'est pas la même. Ici, là, on est à 46 degrés de latitude nord, c'est un peu plus que 1, mais c'est autour de 1 degré. La carte ici le montre bien. Les zones qui sont en rouge, c'est les zones où il y a eu le plus de réchauffement planétaire au cours des dernières années. Donc on peut voir pendant l'hiver. Donc on peut voir qu'en Sibérie, etc., le nord du Canada, c'était très très chaud. Et c'est pratiquement comme ça partout, sauf quelques petites zones sur la planète qui n'ont pas subi de réchauffement les dernières années. Mais grosso modo, ce qu'on voit, ce qu'on constate, c'est que la planète se réchauffe. Elle se réchauffe d'autant plus que nous nous rapprochons du pôle Nord. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, la plupart de la population de la planète, c'est en dessous de nous. En termes de latitude, là, c'est entre l'équateur, si on peut dire, et ici. Donc, la majeure partie de la population vit à basse latitude. On ne vit pas au pôle Nord. Donc, c'est pour ça que ce qui arrive, c'est que ceux qui se rendent compte des changements climatiques, ceux qui savent que là, ça devient grave l'affaire, c'est ceux qui sont au nord, c'est les Inuits, c'est les Autochtones. La plupart des hommes d'État, on n'a qu'à penser à Trump, qui est à peu près ici, lui, il a subi beaucoup moins le changement climatique et il a l'impression que ça n'existe pas. On va aller mais hey, excuse, là, on est là, moi je dois écouter un docu-day, là, je l'écouterai chez nous. D'accord. On est là pour le gaz de schiste, là. Arrête de me parler du réchauffement planétaire, là. Inquiète, on est là pour nos cours. Si tout le monde est d'accord qu'on est en période de réchauffement planétaire, je passe les 3-4 diapos pour si je veux me renseigner, là, je vais aller voir ailleurs. Inquiétez-vous pas. Je n'arrive pas ici dans la bibliothèque. C'est parce que parler de réchauffement. souvent, je me présente ailleurs et il y a des gens qui ne croient pas qu'on est dans une période de réchauffement planétaire. Non, mais on s'en calisse, là. On est là pour le gaz de schiste. Là. Oui. Pourquoi qu'on parle du réchauffement? Là? Parce qu'il y a un lien direct. Plus on est, parce que pour chaque tonne de gaz naturel qu'on extrait du sol, ça se retrouve dans l'atmosphère et ça contribue à réchauffer le climat. Ouais, l'expropriation, ça, puis et c'est pour ça qu'Uber Eats, ça c'est Uber Eats, vous le reconnaissez quand même, là. En 2011, il a été interviewé à Radio-Canada au Téléjournal et qu'est-ce qu'il disait? Il ne faut pas se lancer dans plus d'exploitation d'énergie fossile. Que ce soit le pétrole, le charbon, le gaz naturel ou le gaz de schiste, c'est une mauvaise direction. Il faut aller vers des énergies renouvelables. Ben oui.
Parce qu'on a un budget carbone. Budget carbone, c'est-à-dire qu'on a une certaine quantité de pétrole, de gaz et de charbon qu'on peut extraire du sous-sol. Mais si on dépasse cette quantité-là, le climat risque de déraper, si on peut dire. Parce qu'on va excéder le seuil des 2 degrés, puis compte tenu, comme je vous dis, de la vitesse à laquelle le phénomène se passe, on risque de courir après le trou. Fait qu'on a à peu près 800 gigatonnes encore qu'on peut émettre, sauf qu'on en émet 41 gigatonnes par année. Une gigatonne, c'est 1 milliard de tonnes. Ce qui nous arrive, c'est que finalement, il nous reste 19 ans au rythme actuel. On n'a plus que 19 ans. Fait que pour fracturer, il nous reste juste Il y a des gens qui pourraient dire qu'on n'a plus que, il y a des gens qui pourraient dire qu'on n'a plus que 19 ans pour fracturer au même rythme, pas en accélérant. Mais il faut en laisser pour les autres aussi. Sinon. Non, mais les autres. Moi, là, tu viens m'exproprier, tu viens creuser un puits, tu me fractures chez nous, tu scrapes mon puits chez nous, puis je suis plus capable d'avoir d'eau. Tu me dis, ah, écoute, il y en a un pour 19 ans. Non, mais écoute, moi je comprends même pas le début de votre présentation en ce moment-là. Écoute, on parle du réchauffement planétaire. Moi, on parle là, de venir creuser des puits. Je reçois une lettre chez nous qui me dit qu'on va m'exproprier à qui mieux avec la loi qui vient de se passer. On me parle de réchauffement planétaire. Écoute, là, arrête, là, on est là pour faire de l'argent avec le gaz de schiste. Monsieur, ma discussion, ma présentation dure 1 heure, je ne vais peut-être plus vous dire. Elle dure 1 heure. Et dans les derniers 15 minutes, je vais parler de tout ça, mais entre-temps, je vais vous avoir parlé du gaz de schiste amplement. Et de la loi sur les hydrocarbures. Inquiétez-vous pas. OK, fait ça dure une heure. Renseigner là, sur qu'est-ce que le gaz de schiste, c'est ça? Qu'est-ce que le gaz de schiste? Pour ça, là. Oui. Inquiétez-vous pas, c'est pas le changement climatique. Merci. Enfin, je ne sais pas quel était son objet, là, de son problème, en tout cas. Lui qui part va perdu. Pour compléter Est-ce que le... ça vous intéresse? Oui. On arrive à ça. Oui, c'est un trouble là. Juste pour vous dire que plus on attend pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, plus il va falloir le faire rapidement, et ça demeure une condition qui va être pratiquement impossible si on tarde trop. Donc, je reviens à l'histoire des gaz de schiste au Québec. Je ne parlerai pas pour toute la planète. Au Québec, ici, on est en octobre 2010, tout le monde en parle. Vous allez reconnaître peut-être Nathalie Normando, qui était la ministre de l'Énergie de l'époque, et qui disait que pour préserver nos systèmes de santé et d'éducation, il fallait faire du cash, et un moyen de faire du cash, c'était d'extraire le gaz de schiste au Québec dans la vallée du Saint-Laurent. Mais, quelques semaines plus tard, compte tenu du fait que les groupes citoyens commençaient à chialer et dire c'est quoi cette affaire-là, nos foreuses dans nos cours, eh bien là, le premier ministre Charest a dit là, je vais à tout le monde en parle, j'essaie d'expliquer de nouveau le dossier. Et qu'est-ce qu'il dit à 3 minutes 40? Il dit on va faire une loi avec les standards les plus élevés au monde. Une loi, parce qu'il y avait une loi sur les mines, mais il n'y avait pas une loi sur les hydrocarbures. Là, il dit, on va en faire une loi sur les hydrocarbures, puis ça va être bien sévère. Sauf que, à 5 minutes 50, il dit, on n'est pas des experts dans le gaz de schiste, on ne connaît rien là-dedans. Donc, comment va-t-il constituer sa loi? On peut se poser des questions, mais il nous rassure parce que l'objet de son passage à tout le monde en parle, ce n'était pas nécessairement de nous apprendre des choses, mais plutôt de nous rassurer. Il dit c'est déjà encadré. Il dit le gaz de schiste c'est déjà encadré pour l'essentiel déjà et pour l'avenir aussi, inquiétez-vous pas. Kester, vous connaissez M. Binion ici en 2012. Il dit qu'il y a déjà un moratoire au Québec. En fait, c'est pas vraiment ça, là. Le prix du gaz était déjà rendu trop bas. C'était pas intéressant pour lui de forer. Il dit un moratoire, ça ne change rien à nos activités. J'avance un peu dans le temps. 2014, parce que là, je vous rappelle, il y a eu des bureaux d'audience publique, il y a eu des études environnementales stratégiques, il y a eu bien des choses à propos du gaz de schiste. Mais là, il y a le gros rapport de 546 pages qui sort à la fin de l'année. Et ce que ça dit, c'est que l'exploitation du gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent, c'est pas vraiment rentable. Il y a trop de risques par rapport à ce que ça peut nous apporter. On est le 15 décembre.
Le 17 décembre, vous reconnaissez ici Philippe Couillard, avec Céline Guélipeau, et il dit il n'y aura pas d'exploitation du gaz de schiste, faites-vous-en pas. Là, j'ai lu le rapport, puis c'est vrai que le rapport était quand même bien rédigé, puis les recommandations étaient assez fortes. Il dit il n'y en aura pas. Le lendemain matin, là on était le soir, le lendemain matin, 18 décembre, à la presse canadienne, dans les journaux torontois et ailleurs au Canada, il dit ben non, je refuse d'imposer un moratoire sur les activités de fracturation. Je n'aime pas les moratoires parce que quand vous mettez un moratoire en place, vous verrouillez la porte et je veux que les portes restent ouvertes. Bon. Donc, il recule. Là, on ne le sait plus. Là. Ça a duré longtemps. Là. Il est-tu vert, M. Couillard, ou il n'est pas vert? Là, il y a bien des gens qui se posaient la question. Là. Mais on avait déjà des éléments de réponse. En avril 2015, il y a eu les études environnementales. Et puis, si on examine autant les études que les rapports de ces études environnementales-là, parce qu'il y en avait une sur Anticosti et une autre sur les hydrocarbures, bien, finalement, les études indiquent clairement que le gouvernement a l'intention d'ouvrir toute grande la porte à l'exploitation pétrolière et gazière. Parce que les études, comme on le dit, nous, dans notre secteur, c'est que quand tu as un mandat bien étriqué, puis tu demandes à telle personne de dire telle chose, puis tu le payes pour faire ça, ben c'est sûr que l'étude n'est pas tout à fait indépendante. Fait que nous, dès le départ du processus, dès 2011, on avait dit, écoutez, mettez des personnes qui vont nous fournir de véritables études. Et là, on se retrouve en 2015, et dans le devoir, c'est ce qu'on lit. 2015 toujours, on voit ici le ministre Arcan, qui a remplacé Mme Normando, et qui rencontre M. Binion et d'autres mentors, si on peut dire, des PDG des entreprises gazières et pétrolières au Québec, lors d'un congrès qui se tenait à Montréal, et il dit le gouvernement veut fournir à l'industrie un environnement réglementaire stable et prévisible. Autrement dit, inquiétez-vous pas, la loi sur les hydrocarbures est en route, elle va sortir bientôt, et puis on saura où est-ce qu'on va maintenant. Et dans la dernière 15 minutes, je vais vous expliquer la loi, puis je vais vous dire qu'est-ce qui préparait M. Arcan. Mais avant, je veux parler un peu de la région ici. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui va se passer. Donc, l'exploration au Québec, vous connaissez ici Montréal, Québec, et dans la zone des basses terres du Saint-Laurent, on retrouve toute une liste de permis, déjà en 2005, et là où nous sommes présentement, à Sainte-Sophie, on a la compagnie Kester, qui détient des permis d'exploration. Kester, à l'heure actuelle, c'est une compagnie qui est affiliée à la Norvège et qui a pignon sur rue aussi à Calgary. C'est 256 millions de valeur. On peut dire que c'est une compagnie qui vaut 256 millions. Si on regarde maintenant, en 2016, mais c'est la même chose en 2017, c'est été racheté, cette compagnie-là, par une Espagnole qui s'appelle Repsol. L'établissement, maintenant, Énergie est disparu. Elle a été englobée, si on peut dire, dans Repsol, qui a maintenant une valeur, une capitalisation de plus de 40 milliards de dollars. Donc, on ne peut pas faire avec des petites bineries, là. C'est des compagnies importantes qui détiennent les droits, on les voit ici en rose, sur une bonne partie du territoire entre Nicolet et Saint-François-sur-le-Lac, si on peut dire, et ici, là, Saint-Antoine-sur-Richelieu. Donc, ça, c'était 2016. Et là, on peut voir qu'il y avait des permis ici. Ces permis-là sont disparus. En 2017, on peut voir qu'on a notre bloc ici dans la vallée du Saint-Laurent. On en a en Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, un petit peu au Lac-Saint-Jean, Anticosti et un petit peu dans le Golfe. Ça, c'est la situation des permis. Un permis d'exploration, ce que ça dit, on va le voir plus loin, ça permet aux entreprises de faire de la prospection, mais ça permet aussi de faire des forages et de la fracturation. Et comme on peut le voir ici sur la carte, tout ce qui se trouve ici au niveau du Précambrien, les roches très anciennes, évidemment, il n'y a pas de gaz ou de pétrole parce que les roches, à cette époque-là, il y a plus d'1 milliard d'années, il n'y avait pas d'êtres vivants ou très peu.
sur Terre. Donc, évidemment, ça n'a pas pu se transformer en gaz ou en pétrole. Donc, on retrouve ça plutôt dans les roches sédimentaires, ici en bleu, dans la vallée du Saint-Laurent, sur Anticosti, et une partie dans les Appalaches, qui sont représentées ici en jaune. Donc, Sainte-Sophie, où ça se situe, on est ici. C'est quand même une grande municipalité dans la MRC. Municipalité de 82 km² avec une population de 722 habitants. Le dernier décret du ministère des Affaires municipales. On peut peut-être chipoter sur un ou deux, mais admettons qu'il y en ait à peu près 700. Et si on regarde sur la carte de la compilation gazière et pétrolière du ministère, le MERN, c'est le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, on reconnaît ici les différentes routes, et puis on est ici présentement là où il y a une étoile. Quand vous voyez une étoile dans mes présentations, c'est là où nous sommes. On peut peut-être fermer les lumières en arrière pour que vous voyez peut-être un peu mieux. Surtout celles qui sont avant. Okay. Fait que, donc, nous sommes ici. Et là, vous allez voir apparaître les limites des municipalités, comme ici à Sainte-Sophie. Et là, vous voyez apparaître plein de chemins. Ça, ces chemins-là, c'est des lignes sismiques, des lignes de levée sismique. C'est des endroits où il y a des camions qui sont venus, des camions vibrateurs, camions vibreurs, qui sont venus brasser le sol, si je puis dire, puis aller chercher de l'information sur les différentes couches de roches qu'on retrouve dans le sous-sol. Donc, il y en a un peu partout le long des rangs. Ouais. Et il y a des puits. Tout ce que vous voyez avec des numéros comme ça, c'est des puits. Quand il y a une croix, ça veut dire que le puits est fermé. Donc, on peut voir qu'à Sainte-Sophie, il y en a pas. Il y en a deux à Sainte-Cécile, et il y en a deux ici dans le coin de Gentilly. Là. Évidemment, il y en a plus de 50 dans la ville de Bécancour. Et il y en a quelques-uns à Leclercville et ailleurs. À Sainte-Françoise, il y en a. Donc, dans les municipalités à côté de Sainte-Sophie, il y a des puits. La plateforme des basses-terres du Saint-Laurent, c'est tout ce qui est en bleu. Donc, les couches de roches qu'on va rencontrer sont creuses ici sur le territoire. On les connaît. Et les 4 puits que je vous ai mentionnés tout à l'heure, ici par ordre de distance par rapport à la bibliothèque, il y en a qui sont à 4 km, d'autres un peu plus loin. Mais ce qu'il faut noter, c'est surtout les deux derniers ici. C'est la compagnie Talisman qui les a forés en 2007 et en 2009. C'est des puits qui sont suspendus. C'est-à-dire que c'est des puits qui étaient destinés à aller chercher du gaz de schiste, mais finalement, ils ont fermé la valve. Ils attendent. Il y en a un qui a été fracturé, l'autre qui ne l'a pas été. À Gentilly, ça, hein? Oui, à Gentilly. Donc, je vous dis, les couches de roche, c'est les suivantes. On a des shales ici, ou des schistes. On a le schiste de l'Utica, qui est très intéressant pour les entreprises. Ensuite, on a des calcaires, on a des dolomies, des grès, puis ensuite, on a les roches anciennes, qui ne sont pas intéressantes. Donc, un puits ici qui est assez proche, où on a un puits profond. On peut voir ici toutes les couches de roche en profondeur. Et ça, 1000 ici, vous voyez 1000, c'est 1 km, 2 km, 2,5 km, etc. Donc, on a le mort-terrain, on a le shale de Nicolet, c'est ça qui occupe le plus de volume, si on peut dire. Et on a 175 mètres de shale d'Utica. Et ensuite, on a le calcaire, etc. Et on redescend. Donc, si on regarde maintenant les permis, ça porte des numéros comme ça, le 2008 PG 965. Donc, Sainte-Sophie, qui est entourée ici par une ligne rouge, elle est sous deux permis. Le permis PG 965, le permis PG 966. Et on peut voir que partout aux alentours, c'est tout rose, c'est tout couvert. Il n'y a aucune partie de la municipalité de Sainte-Sophie-de-l'Évrard qui est à l'abri d'un forage. Parce que le permis recouvre entièrement, ou les deux permis recouvrent entièrement la municipalité. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Les deux permis, ils appartiennent à qui? À Repsol, comme je vous l'ai indiqué. C'est des permis de 204 km² et de 136 km². Donc, comme on peut le voir, ça déborde sur les municipalités alentours.